ceci est faux à deux points de vue. Alors il y a un aspect technique sur lequel je passerai, mais simplement par exemple le fait que dans les statistiques qui prétendent démontrer cette idée, on oublie tout simplement l'impôt sur les bénéfices des sociétés, ce qui est quand même pas négligeable, ou on oublie quelques autres impôts. Mais je crois qu'il y a une raison plus fondamentale de contester cette idée. C'est qu'il y a une seule source de la richesse qui est l'esprit humain, l'effort humain. Et puis il y a des individus, qu'ils soient riches ou pauvres, qui font l'effort d'épargner, d'accumuler du capital. Et c'est parce qu'il y a cette accumulation du capital qu'il y a croissance. Or, ce qui est caractéristique dans pratiquement tous les systèmes fiscaux, c'est que précisément il y a une surtaxation du capital, je devrais dire plutôt surtaxation du futur par rapport au présent. Celui qui choisit de faire l'effort de ne pas consommer tout de suite le produit de ses efforts, mais qui les met de côté pour pouvoir investir et créer des richesses futures, eh bien il est taxé davantage que celui qui consomme immédiatement. Prenez le cas d'un individu, n'est-ce pas, qui a perçu 100 de revenus, et supposez pour simplifier les calculs qu'il y a un impôt sur le revenu de 50%, il lui reste 50. S'il consomme les 50, ben, par définition, la matière fiscale a disparu, puisque la consommation est un acte de destruction. S'il épargne les 50 en question, qui fait l'effort d'épargner, n'est-ce pas, et qu'il investisse donc cette épargne, le rendement futur de cette épargne va être à nouveau taxé par l'impôt sur le revenu, mais aussi d'ailleurs par la TVA, par le CSG, etc. Donc nous avons un taux de rendement du capital qui est extrêmement faible du fait de la fiscalité, en particulier dans un pays comme la France, bien sûr, et qui diminue l'accumulation de capital. Et je crois que c'est une des raisons essentielles pour lesquelles nous avons depuis si longtemps un taux de croissance qui est faible en France. Et nous avons bien sûr la même situation dans un certain nombre de pays. On a parfois parlé d'eurosclérosis. Et c'est la même cause qui permet d'expliquer le chômage, à savoir que nous avons tout de même ce phénomène très surprenant que nous avons des gens qui souhaiteraient travailler, des gens qui potentiellement seraient prêts à les employer, ils n'arrivent pas à se rencontrer. Et il y a une seule question à se poser, comment se fait-il qu'ils n'arrivent pas à faire un contrat entre eux? Eh bien la raison, c'est qu'on met des obstacles sur leur chemin, des obstacles réglementaires, des obstacles fiscaux. Alors je passe sur les obstacles réglementaires, le droit du travail a une autre responsabilité de ce point de vue-là, mais l'obstacle fiscal est tout à fait facile à comprendre. Si un entrepreneur envisage d'embaucher quelqu'un, mais qu'on lui dise à peu près ceci, dans le cas où vous faites faillite, c'est votre responsabilité, vous êtes un être libre et responsable, mais si par contre vos projets sont bons et que vous avez un rendement de votre investissement, eh bien l'État vous piquera presque tout. Donc le risque c'est vous, le rendement c'est l'État. Il est évident que dans ces conditions on hésite avant de développer des activités, avant d'embaucher. Donc ces deux phénomènes de stagnation de long terme et de chômage ont les mêmes racines, les mêmes causes. Et il est frappant par ailleurs, puisque notre but c'est quand même de parler de la dette publique et des déficits, il est frappant par ailleurs de voir que nous avons des déficits publics depuis à peu près 40 ans. Je crois que c'est en 1973 seulement qu'on a eu un petit excédent, l'année où il y a eu une croissance qui était forte. Et ceci devrait amener à réfléchir, parce que tout le monde est nourri d'idées keynésiennes, et je reviendrai bien sûr là-dessus tout à l'heure, l'idée selon laquelle le déficit public permet d'accroître la demande globale et permet par conséquent de stimuler l'économie. Eh bien nous avons en France la coexistence continuelle d'une croissance faible et de déficits publics qui sont élevés. Donc voilà la toile de fond, si vous voulez, sur laquelle est venue se greffer la crise. Alors, en quoi a consisté cette crise? Eh bien, elle a d'abord eu une cause monétaire, la cause fondamentale, sans laquelle rien ne se serait passé, c'est la cause monétaire. Il est bien évident que la monnaie, à notre époque, elle est gérée par les autorités monétaires. Cela n'a rien à voir avec le fonctionnement du marché. La politique monétaire est l'une des causes majeures de l'instabilité économique à l'époque contemporaine.
si ce n'est la cause de l'instabilité économique. Et quand nous regardons les faits, nous voyons qu'il y a eu une variabilité absolument considérable de la politique monétaire au début du XXIe siècle, qui s'est manifestée en particulier par les fluctuations du taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, par exemple, des fonds fédéraux aux États-Unis a fluctué entre 6,5% en l'an 2000 et 1% en 2004, n'est-ce pas? Ce sont des fluctuations absolument invraisemblables qu'on n'aurait jamais rencontrées, qu'on n'a jamais rencontrées à une époque où les banques centrales n'existaient pas. Au XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, etc., les taux d'intérêt sont toujours restés dans une marge de 2 à 3%. Or, le taux d'intérêt, c'est une variable fondamentale, c'est le prix du temps. Et provoquer de tels chocs, une telle variabilité dans le prix du temps, a évidemment des conséquences considérables. Cela bouleverse complètement le calcul économique. J'aurai l'occasion de le souligner tout à l'heure, c'est essentiellement l'école dite autrichienne d'économie qui a, à juste titre, souligné ce problème. Donc nous avons eu à peu près partout dans le monde, non seulement aux États-Unis, mais également, ça a été le cas de la Banque Centrale Européenne, de la Banque du Japon, de la Banque d'Angleterre, etc., nous avons eu des effets d'imitation négatifs, à peu près simultanés. Nous avons eu partout dans le monde à peu près cette fluctuation extrêmement forte des taux d'intérêt. Elle résulte du fait qu'à notre époque, la création monétaire, elle est faite nécessairement en contrepartie d'une distribution de crédit. Plus on développe la création monétaire, plus on distribue de crédit, mais bien évidemment, ceci implique une baisse de taux d'intérêt. Alors, pour bien évaluer ces problèmes, je vous propose de comparer deux modèles. Un modèle que j'appellerais le modèle de référence, c'est qui était en gros le modèle du XVIIIe siècle, si vous voulez, ou d'une partie du XIXe, et puis le modèle actuel. Le modèle de référence, je le caractérise par deux choses. Il y a d'une part une épargne volontaire et abondante, avec en particulier des fonds propres importants, et ça c'est une chose qu'il ne faut pas négliger parce que les fonds propres c'est justement la marque du capitalisme. Les fonds propres sont des droits de propriété. Donc une épargne volontaire et abondante d'une part, et d'autre part une stabilité monétaire. Je ne vais pas plus loin dans la définition de ce qu'est la stabilité monétaire, mais j'aimerais même peut-être prendre le cas extrême où il n'y a pas du tout de création monétaire. Il n'y a pas de création monétaire et s'il y a une croissance réelle, par conséquent, il y a une baisse continuelle des prix puisque la monnaie se croît moins rapidement que la quantité de produits. Donc, dans un monde de ce type, vous avez d'abord une croissance qui est satisfaisante, puisqu'il y a une épargne qui est forte, une accumulation de capital qui est importante, et cela permet de financer les innovations. Et nous avons par ailleurs une situation de stabilité du taux d'intérêt. En effet, nous ne pouvons pas imaginer pour quelles raisons, brutalement, d'une année à l'autre, la demande de fonds prêtables varierait de manière absolument considérable ou l'offre varierait de manière absolument considérable. Cela est strictement impossible. Et je le disais d'ailleurs tout à l'heure, nous avons justement l'exemple de ce qui s'est passé dans l'histoire où la stabilité du taux d'intérêt a été forte. Et donc, le calcul économique, il se fait sur des bases qui sont stables. On sait que le taux d'intérêt va être à peu près toujours dans la même zone et on peut faire des projets d'investissement. Le taux d'intérêt reflète la rareté véritable de l'épargne, reflète le désir des individus de choisir entre le futur et le présent. Le modèle de notre époque, quel est-il? Eh bien, c'est un modèle où, tout d'abord, l'épargne est faible et l'épargne volontaire, n'est-ce pas, est faible, et ceci, dans une grande partie, dans une large mesure, je pense, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure à propos de la stagnation de long terme, la raison fiscale. On punit le choix du futur dans les systèmes fiscaux de notre époque. Et donc nous avons des taux d'épargne qui sont faits dans le monde. Pensons par exemple à ce qui se passe aux États-Unis, n'est-ce pas? Et les États-Unis ont pu financer un peu leur croissance grâce à l'épargne qui venait de Chine, de certains pays émergents. Et pourquoi
il ne faut pas oublier qu'en Chine, n'est-ce pas, il y a un taux d'épargne de 40% au moins depuis des décennies. Et c'est pour ça que la Chine a une croissance qui est forte. J'insiste là.